Nouveau numéro de votre émission Espace Éco sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Le commerce intra-africain peut engendrer le développement et une intégration dynamique des sous-régions de l'Afrique. Et pour cause, il constitue un puissant moteur qui peut permettre de stimuler la croissance et de parvenir à une maturité économique. Malheureusement, il est demeuré constamment faible comparativement à celui des échanges de l'Afrique avec les autres continents. Les échanges entre pays africains ne représentent que 13% de l'ensemble du commerce africain. Et pourtant, les communautés économiques régionales se sont attelées au développement du commerce en mettant en œuvre des programmes qui avaient pour objet de créer une zone de libre-échange, une union douanière et un marché commun. Mais qu'est-ce qui peut justifier la faiblesse des commerces intra-africains malgré la disponibilité de diagnostics clairement définis? Comment accroître les échanges intra-africains dans le contexte économique mondial actuel? Eh bien, nous allons aborder la question dans ce numéro d'Espace Éco avec vous, Jaurès Sobossi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Crépy. Analyste économique, vous êtes également chef d'entreprise au Bénin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On mènera également la discussion avec vous, Casimir Pédio. Bonjour. Bonjour, Crépy. Casimir Pédio, qu'on ne présente plus, journaliste. Vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. Merci d'être avec nous sur ce plateau d'Espace Éco. Tout le plaisir pour nous. Alors, je m'adresse à vous en premier, Jaurès. Pourquoi les pays africains préfèrent-ils des échanges avec d'autres continents, c'est-à-dire l'Asie, l'Amérique, l'Europe, plutôt qu'entre eux, même pays africains? Et pourtant, l'Afrique constitue quand même un énorme marché d'1 milliard d'âmes. Merci beaucoup, M. Crépy. Avant de me prononcer sur votre question, permettez que j'adresse toute ma compassion au peuple africain qui aujourd'hui subit cet esclavage et cette vente d'êtres humains en Libye pour des raisons de travaux champêtres, pour des raisons de maraîchage et puis pour des raisons de trafic d'organes humains. Alors où nous parlons, nos frères sont vendus pour qu'on enlève leurs reins, leur foie, leurs yeux, pour être vendus en Europe, en Occident ou en Arabie Saoudite. Je voudrais que les dirigeants, où qu'ils soient sur cette terre, que les dirigeants africains s'approprient la responsabilité dans cette tragédie et sachent que ce sont les conditions économiques de nos pays qui ont poussé cette jeunesse à l'aventure et que ce n'est pas la résolution de la crise libyenne qui sera la solution à cela. Maintenant, rentrons dans votre question pour dire ce qui explique que les pays africains préfèrent importer ou bien préfèrent échanger avec les pays asiatiques, européens, américains que d'échanger entre eux. C'est parce que le papier que vous utilisez n'est pas produit au Bénin. C'est parce que le tissu de vos habits, même le mien, n'est pas produit au Bénin. Si nous produisons tous les mêmes choses en Afrique, c'est-à-dire les matières premières, et que nous avons besoin tous des mêmes choses que nous ne produisons pas, nous serons obligés de les échanger avec ceux qui les produisent et ceux qui ont besoin de nos matières premières. Si j'ai besoin d'un pneu de véhicule et qu'aucun des pays de l'Afrique ne le produit, je serai obligé de l'importer de l'Asie. Si j'ai besoin des chaussures qu'aucun pays de l'Afrique ne produit, je serai obligé de l'importer du pays qui le produit. Donc c'est ce qui justifie au fond la situation qui fait que nous avons seulement 13% d'échanges entre nous. C'est la non-industrialisation de nos pays. C'est la non-production des biens de consommation dans nos pays. C'est le fait que nos économies soient basées exclusivement sur les matières premières et sur les matières agricoles. Ça ne pourra plus continuer et c'est ce pourquoi, pour que l'Afrique trouve du rayon de souris, pour que l'Afrique trouve sa place au sein des nations, il faudrait changer de paradigme, il faudrait que nos dirigeants changent de politique économique afin que l'Afrique aussi puisse devenir ce continent qui cherche de l'argent, qui cherche de la valeur ajoutée, qui cherche à rendre ses enfants une condition de vie
meilleure pour que l'immigration ne s'observe plus. Alors, Casimir Pédior, l'état embryonnaire de l'industrialisation sur le continent africain constitue une cause de la faible, disons, des faibles échanges entre pays africains. Est-ce que vous adhérez à cette vision de Jaurès? Bien sûr, Crépy, il faut déjà dire que l'une des raisons fondamentales donc de cette mal-donne économique, c'est déjà que nos produits ne sont pas industrialisés. J'irais dire droit au but. Vous savez, la France, pour le compte de l'année 2017, a produit en termes donc de céréales, notamment le blé, environ 35 000 tonnes de blé. Vous savez, ce n'est pas les 60 millions de Français qui vont consommer 35 millions de tonnes de blé. Et donc, le marché ici, c'est l'Afrique. Vous savez, dans nos pays, quand je prends un pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo et bien d'autres encore, et même au-delà, au Nigeria ou bien au Cameroun, la consommation du pain aujourd'hui, c'est devenu une habitude chez nous. C'est rentré dans nos habitudes alimentaires. Et donc, ce pain-là qui est consommé est fait à base donc, du blé. Et donc, nous consommons un produit dont la matière première n'est pas produite ici. Et je m'inscris parfaitement dans sa démarche. Lorsque vous voulez manger du pain et que vous n'arrivez pas à produire du blé, alors que vous produisez du coton et vous ne produisez pas du tissu, ça fait réfléchir à l'envers. C'est un continent, à la limite, les dirigeants réfléchissent à l'envers. Parce que je ne peux pas je ne peux pas donc aller au champ, cultiver un produit que je ne consomme pas, et au même moment aller sur le marché, acheter un produit d'ailleurs que je consomme ici. Ça pose un problème. Donc, oui, c'est parce qu'on n'industrialise pas. Parce que, imaginez, ce n'est pas des usines pour donc transformer le blé en farine qui va manquer à l'Afrique. Mais pourquoi on ne produit pas le blé sur le continent? Enfin, en dehors de quelques pays comme le Maroc, l'Algérie, qui produisent un peu en faible quantité, mais la grande production vient de l'étranger. Donc voilà, déjà, le fin fond même du problème. Au-delà de ça, il y a aussi la question donc, de la qualité. Parce que quand je prends un céréale comme le riz, où l'Africain préfère par exemple le riz, communément appelé riz parfumé, à son riz qui est produit localement. Quand vous avez donc des comportements du genre au sein de la population, vous vous demandez, mais est-ce que ce peuple comprend véritablement les enjeux du développement? Est-ce que ce peuple veut véritablement se développer? Donc je pense qu'il va falloir s'asseoir, il va falloir réfléchir pour trouver le mécanisme par lequel nous puissions donc véritablement manger ce que nous produisons et aussi produire ce dont nous avons besoin. Et je crois que quand on aurait réglé cette question-là, on va dépasser donc la limite donc des 13%. Et c'est ce qui justifie jusqu'à présent, depuis les années 1960, la balance commerciale du continent, enfin des pays d'Afrique, est toujours déficitaire. On importe plus qu'on exporte. Et vous avez entendu la dernière fois le président Ouattara, il a dit à la place publique, sans gêne, que à la date d'aujourd'hui, parce qu'on parlait de la question du CFA, il disait à la date d'aujourd'hui, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont une réserve de 5 mois de stock pour pouvoir faire les importations. Mais quand un président réfléchit comme ça, moi, ça me pose un problème. Il pense beaucoup plus à l'importation pour ces pays qu'à l'exportation. Il ne nous a jamais dit ici, lorsque nous exportons, voilà ce que nous gagnons. Même si la Côte d'Ivoire ne s'inscrit pas trop dans la dynamique donc, des importations et que la Côte d'Ivoire a compris un certain nombre de choses aujourd'hui en termes d'industrialisation, de partage donc, de ces produits finis, je crois que le véritable problème reste encore profond et il va falloir trouver les mécanismes par lesquels on puisse donc sensibiliser, on puisse développer un facteur beaucoup plus favorable donc à notre commerce, à nos échanges. Alors, Jaurès, est-ce que le manque d'industrialisation sur le continent africain, surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne, constitue la seule cause de la faiblesse des échanges intra-africains? Le manque d'industrialisation n'est pas la seule cause. Il y a aussi le manque des infrastructures de transport entre les pays africains. Vous vous retrouvez dans la situation où pour quitter un pays africain et un autre pays africain, il faut parfois passer par la France. Parce que nous n'avons pas de compagnies aériennes qui font ces trajets directs. Heureusement que le Rwanda est venu à pallier un peu à la situation où on ne doit plus nécessairement passer par la France, où
ou la Grande-Bretagne pour pouvoir quitter un pays africain à un autre pays africain. Il y a aussi les problèmes d'infrastructures de transport routier, à savoir les routes, et surtout le chemin de fer. Nous n'avons pas de chemin de fer capable de transporter nos marchandises d'un pays A à un pays B. Et c'est en cela que nos dirigeants doivent donner de la priorité à ces construction d'infrastructures, mais pas des sociétés à capitaux nécessairement étrangers. Dites-nous, en quoi le manque d'infrastructures peut influencer la faiblesse des échanges entre pays africains? D'abord, il faut dire, si je produis l'anacard au Bénin et que pour le transporter au Nigeria, je dois le faire passer par le port de Cotonou. C'est-à-dire que je dois descendre cet anacard de Parakou jusqu'au port de Cotonou pour passer du port de Cotonou au port de Lagos et remonter jusqu'à Kano. Le coût de transport fait que mon produit n'a pas de valeur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Encore que dans certains cas, comme l'anacard, le gouvernement du Bénin a interdit l'exportation par voie terrestre. Ce qui veut dire que cet anacard ne peut pas quitter Parakou et traverser directement la frontière au niveau du nord Bénin et se retrouver au Nigeria. Ce qui veut dire que nous sommes dans la situation où ces manques d'infrastructures, surtout ferroviaires, doivent trouver solution immédiate si on entrevoit des échanges dans le futur. Et c'est en cela que le dossier des rails du Bénin est un dossier. La boucle ferroviaire en Afrique de l'Ouest. La boucle ferroviaire est un dossier brûlant et nous remercions par ça la justice béninoise qui a tranché. Mais il faudrait aujourd'hui que les autorités accompagnent la réalisation effective de ces infrastructures pour que ce transport ferroviaire devienne une réalité. Il y a des pays où les chemins de fer vont jusqu'à 6 lignes, c'est-à-dire vous avez 6 trains qui peuvent se croiser. Mais jusqu'en 2017, aujourd'hui, le chemin de fer qui quitte Cotonou à Parakou, c'est une seule ligne. Et si jamais vous prenez le train, que vous devez rencontrer un train qui vient de Parakou, vous aurez parfois à attendre 3 heures dans une gare pour que le train passe avant que le vôtre puisse se mettre en route. Dans cette situation, nos produits ne seront jamais compétitifs parce que si je mets un poisson dans le train, le temps que ce poisson fera pour arriver là-bas, fera d'abord que ça peut se détériorer, fera d'abord que ce ne serait plus compétitif par rapport au temps de transport. C'est en cela que ces solutions doivent être plus analysées pour qu'on comprenne que nous avons aujourd'hui besoin d'une compagnie aérienne qui va relier les capitales africaines, que nous avons besoin de trains pour pouvoir transporter la marchandise dans les pays de l'Afrique, qui d'abord vont permettre d'éviter les accidents de circulation causés par la plupart de ces camions sur nos routes. Nous avons aujourd'hui besoin de routes perfectionnées, de routes de certaines dimensions, ceux qui font appel à des capitaux donnés et qui doivent réorienter les politiques économiques de nos pays pour que nos pays se mettent dans la logique de chercher l'argent. Il ne faudrait plus que nos pays soient dans cette logique de dépenser l'argent pour des biens de consommation. Que chaque franc que dépensent nos États aujourd'hui soit dépensé de manière à ce que si on dépense 1000 francs, on puisse en gagner 1100 francs. Casimir Pédior, le problème de manque d'infrastructures dans les pays africains. Bien sûr, Crépy, et il faut pointer du doigt le transport et le fret. Il a commencé par le dire. Vous imaginez, vous avez un grand voisin comme le Nigeria qui produit du ciment. Il y a un opérateur économique champion donc, dans le transport de ce ciment, enfin dans l'industrialisation de notre calcaire en Afrique pour le transport jusqu'à la hauteur donc, du Ghana. Et aujourd'hui, il envisage même aller au-delà. Mais ce transporteur, enfin cet industriel, transporte son ciment depuis donc, le Nigeria jusqu'au Ghana à base donc, de ses camions. Environ 2000 camions, il a acheté la dernière fois. Alors qu'il suffisait juste que le Bénin, l'État béninois puisse mettre à sa disposition des rails. Oui, il a félicité tout à l'heure l'AS qui va renaître bientôt, mais ce n'est pas que ça. Parce que vous avez ici, il s'agit de l'AS sud-nord, nord-sud. Il y a aussi l'AS vertical. Je vais parler donc de l'AS est-ouest. Lorsque vous quittez par exemple Semenkrake pour aller à Ila Kondi aujourd'hui, il doit avoir donc le transport, il doit avoir les rails. Parce que lorsque ce transporteur, cet industriel produit par exemple du ciment et qui va faire circuler 2000 camions sur nos infrastructures routières, ne me demandez pas que l'état de santé donc, de cette infrastructure routière dans 5-10 ans, il n'y a rien à faire. Il va détériorer. Alors qu'on pouvait mettre à la disposition donc, de cet opérateur économique, on peut mettre à sa disposition des locomotives qui donc ramassent ces ciments-là au niveau de la frontière est du Bénin, je veux parler donc de Semenkrake, et les déposer au niveau donc de
de la frontière ouest, je veux parler d'Ila-Kondi. Vous voyez tout ce qu'on aurait engrangé, donc en termes donc, de temps, en termes de quantité. Et donc, le problème du transport aujourd'hui des marchandises reste entier. Et lorsque vous réalisez donc dans un pays, dans un continent, dans une zone géographique où vous avez donc pris l'option de faire les libres-échanges, de briser donc les barrières qui peuvent entraver donc ces échanges-là, forcément vous devez aussi réfléchir pour trouver les mécanismes. Imaginez-vous, j'ai donné l'exemple du ciment, imaginez-vous, monsieur le journaliste, que le Sénégal a décidé, sinon pour le compte de la saison 2017, le Sénégal a produit 1 million de tonnes d'arachides. 1 million de tonnes. Et vous savez qui est le premier client du Sénégal? C'est la Chine. Parce que l'État sénégalais a plus donc d'intérêt à vendre premièrement son arachide en yuan qu'en CFA. L'État gagne plus en devises en vendant donc son produit à la Chine que vendre ce produit-là, par exemple, à un pays comme le Bénin, qui peut donc extraire, enfin, travailler cette matière première et en faire soit des cacahuètes, soit des huiles. Mais l'État sénégalais n'est pas prêt, par exemple, à vendre sa quantité produite sur le continent parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Quand est-ce qu'on pourrait... aussi ces barrières de devises. Il y a une barrière de devises parce que notre monnaie n'est pas forte, parce que notre monnaie est sous esclavage. D'autres donc facteurs, on préfère aller vendre parce que quand je vends quand j'ai 1 000 $, quand j'ai 1 million de dollars ou bien quand j'ai 1 million d'euros, c'est pas la même chose que quand j'ai 1 million de francs CFA. Donc voilà aussi un facteur qui empêche aujourd'hui le commerce intra-africain. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Le dire, c'est pas qu'on est apatride. Le dire, ce n'est pas que le franc CFA est une bonne monnaie qui offre donc des avantages comparatifs parce qu'on est là tout le temps, on n'a aucun problème et on veut avoir des problèmes désormais. Non, c'est pas du tout ça. C'est les raisons, par exemple, qui fondent le fait que le Béninois préfère aller vendre son ananas en France que d'aller vendre au Nigeria tout près. Alors qu'au Nigeria, nous avons environ 200 millions de personnes, s'il vous plaît, qui doivent manger 3 fois par jour. Ça fait 600 millions de consommation par jour. Et le Béninois laisse ce marché-là et préfère aller en France, préfère aller en Grande-Bretagne, préfère aller chercher un marché qui n'existe ou peut-être qui existe quelque part où la distance est forcément longue. Donc voilà les facteurs. Donc j'ai dit, il y a le transport. Parce que on ne peut pas continuer à transporter avec donc, les camions. Ce n'est pas possible. Transporter aujourd'hui doit être aussi une priorité pour le continent. L'industrialisation, oui, mais le transport. Et au-delà, troisième facteur, la monnaie, la devise. On doit lever donc notre devise. On doit approcher un peu notre monnaie à la hauteur donc, des échanges. Vous ne pouvez pas être dans un même panier et vous êtes en bas à chaque fois, et les autres, ils vous influencent. Donc, ce n'est pas bon. Il va falloir réfléchir également sur cette notion-là. Vous savez, on peut venir sur ce plateau et commencer par vous parler des statistiques. Écoutez, entre l'Union économique, enfin, l'UEMOA, la CEDEAO, durant 10 ans, on a fait tel nombre d'échanges, telle autre zone, CEMAC, avec l'Union. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Le problème, c'est de dire à nos dirigeants, c'est de dire à ces dirigeants, à nos États, le véritable problème. Je vais revenir à vous, Casimir Pédio. Jaurès, Casimir vient de toucher un point extrêmement sensible. Pensez-vous également, comme beaucoup d'autres, que la devise constitue une barrière, un frein pour l'amélioration des échanges entre pays africains? Fondamentalement, je dirais que le franc CFA n'a pas un effet direct sur le niveau des échanges entre les Africains. Mais ça a un effet indirect, c'est-à-dire le fait que le franc CFA empêche l'industrialisation de nos pays, ça fait qu'il n'y a pas de produits à échanger entre les pays africains. La monnaie en elle-même n'est pas le facteur qui influence ce niveau des échanges entre les pays africains. Si la Chine propose au Sénégal d'acheter son arachide à 1 million de francs et que nous lui proposons de lui acheter à 1,5 million, le Sénégal nous le vendrait. C'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat de chacune de ces populations qui détermine qu'il soit capable de se faire acheter les produits ou pas. Et si nous continuons de produire, par exemple en Afrique, avec 100 hommes, des produits que d'autres, 100 hommes et des outils rudimentaires, des produits que des gens produisent avec 2 hommes et des machines perfectionnées, il est clair que nos produits ne seront jamais compétitifs.
il est clair que nos produits ne pourront pas se vendre à nos voisins ni ailleurs. Et c'est en cela que les matières premières, les prix peuvent toujours être fixés à l'étranger, toujours à la baisse, parce que les technologies augmentent chez eux. Aujourd'hui, on récolte l'orange avec des robots, pendant que chez nous, on va le récolter à la main. Tant que nous n'amorçons pas cette partie pour même industrialiser et l'agriculture et l'élevage, il faut savoir que notre production de viande doit augmenter, notre production de lait doit augmenter, notre production et de céréales et même de riz et autres doivent augmenter de manière industrielle pour qu'on ne voit plus dans nos champs des gens récolter le maïs à la main, qu'on ne voit plus dans nos champs des gens cultiver le sol avec la roue et la daba. On ne sera jamais en mesure de proposer sur le marché des produits compétitifs. On ne sera jamais en mesure de proposer sur le marché des produits qui peuvent s'échanger entre nous. Et c'est en cela que on a parlé des transports tout à l'heure. Il faut aussi penser au transport fluvial. Nous avons le fleuve Ouémoué qui descend du nord jusqu'ici. Mais regardez nos ponts. Ils ne permettront même pas à ce que des bateaux un jour passent en dessous de ces ponts. Et c'est ce qu'on appelle de la vision prospective. Ceux qui ont fait ces ponts, excusez-moi, savaient très bien qu'ils bloquaient de facto la possibilité pour nous un jour d'envoyer des bateaux chargés de conteneurs jusqu'à Parakou. Ceux qui ont fait ces ponts savaient. Et ce n'est pas nous qui avons designé ces ponts. C'est en cela que le patriotisme de nos ingénieurs aujourd'hui doit être pris en compte pour qu'à chacune de nos actions, on voit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il y a des pays, même au Nigeria, tout près, qui font des transports fluviaux de conteneurs. Mais nous n'avons jamais vu chez nous ici un bateau transporter des conteneurs de Cotonou à Boycon ou bien à Sazoné, je ne sais quoi, tout au long du fleuve Ouémé. Le fleuve Ouémé peut être dragué, le fleuve Ouémé peut être agrandi à certains niveaux pour faire passer des bateaux. Ce sont ces visions que la jeunesse aujourd'hui doit inculquer à nos dirigeants. C'est en cela que nous avons mis en place une association que vous pouvez connaître, l'association KS Afrique, Kadhafi Sankara Afrique, dans laquelle nous accompagnons à chacun des pays les dirigeants pour la prise des décisions économiques pour permettre à la jeunesse un jour de pouvoir vivre dignement en Afrique. Nous ne voulons plus quitter l'Afrique. Alors, Casimir Pédioro, vous parlez tantôt du Sénégal qui aurait préféré vendre, par exemple, son arachide à la Chine plutôt qu'à un pays africain. Là, est-ce que ça ne pose pas un problème de tarifs douaniers? Parce que nous ne sommes pas sans savoir que les pays africains proposent des tarifs 2, 3, 4 fois supérieurs à ce que les pays en Asie, les pays en Europe, les pays en Afrique proposent. Du coup, ça redevient plus cher. Bien sûr, Crépy, et vous mettez du doigt sur une question aussi essentielle, mais avant, je tiens quand même à préciser que la devise est un blocage pour le commerce intra-région parce que je ne peux pas vendre, je ne veux pas vendre mon arachide au CFA parce que la monnaie, elle est très faible, alors que j'ai le yuan. Quand je prends et je convertis, c'est beaucoup, donc je ne peux pas. Le calcul, il est simple et il est aussi nickel. Les pays occidentaux, les pays asiatiques et autres, l'Amérique et consorts, ont une longueur d'avance sur nous parce que leur monnaie est une monnaie forte par rapport à la nôtre. Alors, revenant à votre question, oui, les questions donc de la barrière tarifaire, de la question douanière, oui, ça se pose avec acuité. Et à ça, on ajoute aussi l'autre système très peu recommandé, c'est les harcèlements sur nos axes. Allez aujourd'hui au niveau de la frontière, donc d'Ila qu'on dit, la douane, elle est là. Et la douane rançonne, continue pas à rançonner les transporteurs. La douane prélève de façon frauduleuse de l'argent chez ces commerçants-là. Au-delà de ça, vous avez quelque chose qu'ils appellent donc le tarif extérieur commun au niveau donc des 8 pays de l'UEMOA et qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015 au niveau de la CEDEAO. Certains pays donc se sont mis en règle depuis le 1er janvier 2017 et donc le tarif extérieur commun de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une réalité. Néanmoins, les tracasseries sont encore là. Il y a certains produits, par exemple, il y a le Nigeria, par exemple, qui a refusé sur un certain nombre de produits de pratiquer donc cette tasse-là. Et même la question de cette politique tarifaire-là s'est heurtée à la question de l'importation. Parce que lorsque vous devez donc vous entendre sur ces tarifs et que vous, pays comme le Niger, comme le Bénin, comme le Togo, vous n'avez rien à vendre. Le tarif CEDEAO, le texte CEDEAO a prévu environ 3500 produits
dont donc, les tracasseries tarifaires ont été levées. Mais vous, Bénin, vous avez quel produit à aller vendre, par exemple, au Nigeria? Alors que vous avez vu la boutade la dernière fois, quand il s'est agi d'une brasserie nigériane qui voulait écouler son produit au Bénin, vous avez vu comment les autorités, avec une certaine immaturité intellectuelle, se sont pris donc à cette brasserie-là. Je ne suis pas jugé Bien sûr, nous n'allons pas juger, mais permettez que nous... Parce que vous ne pouvez pas se ratifier un accord et un an après, on amène un produit qui respecte donc les engagements de cet accord sur votre territoire et vous demandez aux impôts d'interdire la circulation parce que votre brasserie a donc demandé qu'on bloque l'entrée de ce produit-là. Je ne comprends pas si nous sommes dans des échanges ou bien si nous sommes ici dans un État qui est en train donc de prendre certaines dispositions. J'ajoute, oui. À part les produits de la brasserie, aujourd'hui, si vous produisez du café cacao en Côte d'Ivoire, pendant que le gouvernement ivoirien l'achète à 700 francs aux mains des producteurs ivoiriens, le Ghana à côté l'achète environ à 1300, 1400. Mais il est interdit aux producteurs de transporter ce café cacao de la Côte d'Ivoire pour venir le vendre au Ghana. De la même manière qu'il est interdit de vendre de l'acajou du Bénin au Nigeria. Si ces interdictions ne sont pas levées, il n'y aura pas d'échange entre nous. Soit on vise les échanges intra-africains et on lève ces barrières, soit on maintient ces barrières. Est-ce qu'en posant ces barrières, les États finalement ne visent pas aussi des objectifs? Les États visent les objectifs, mais les objectifs de la France. Parce que quoi? Si le cajou ne passe pas par le port de Cotonou et que Bolloré qui est assis au port de Cotonou ne pointe pas la quantité qui est passée par le port de Cotonou, n'est pas possible à la France de savoir quel est le volume d'acajou exporté par le Bénin pour que 50% de ces revenus soient déposés en France au nom du CFA. Alors parlons de ces barrières tarifaires où les produits, les pays africains préfèrent vendre plutôt en Asie, en Europe ou en Amérique plutôt que de vendre aux pays africains à cause de ces tarifs douaniers. Ces barrières douanières, il faut dire exactement, c'est parce que nos pays ne sont pas dans la logique eux-mêmes de chercher de l'argent, ce qui fait que nos budgets sont purement fiscalistes. C'est-à-dire nos budgets sont financés par les taxes imposées sur les produits importés ou bien les produits d'échange. Tant que nos États, comme la France, n'iront pas dans la logique de mettre en place des sociétés de fabrication dans lesquelles ils auront des participations pour pouvoir trouver des revenus et financer le budget national. La France, l'année dernière, a gagné un contrat, je crois, de 14 millions, ou bien de 4 milliards d'euros avec l'Australie pour la fabrication de sous-marins. Tant que nous n'aurons pas des entreprises africaines, nationales, à capitaux nationaux et privés africains qui vont faire de l'investissement pour pouvoir trouver des contrats et se faire de l'argent pour le budget, nous serons toujours dans cette logique où on va toujours chercher à financer nos budgets, à faire la mobilisation des ressources internes par la pratique de certaines taxes douanières. Le Rwanda aujourd'hui a un président qui fait une action que beaucoup d'autres pays devraient faire. À part le fait qu'il soit président du Rwanda, il est aussi président du Fonds d'investissement national, le Crystal Venture, qui aujourd'hui installe des industries au Rwanda. On veut tous copier le Rwanda, mais ne pas faire ce que le Rwanda fait. Le Rwanda a d'abord tourné dos aux Français, sachant que la technologie n'existe pas en français, n'est pas disponible en français. Si vous tapez sur Internet comment fabriquer du papier, vous aurez des résultats. Mais si vous tapez How to make paper, vous aurez 1000 fois plus de résultats. Et c'est ce qui fait que le Rwanda très tôt a compris qu'il n'y a pas de développement dans cette langue française et qu'il faut non seulement pour mettre fin à l'accord, ou bien c'est-à-dire à la liaison politique avec la France, tourner dos aux Français, adopter l'anglais d'abord, ajouter les langues africaines après. Et c'est ce qui fait que nous aussi, nous proposons cette pratique chez nous pour que nos générations à venir soient plus outillées pour passer à l'industrialisation, pour passer à la production, afin que nos États ne soient plus dans la logique d'attente perpétuelle de ramasser des tasses auprès de leur population. Je considère nos États comme des pères de famille qui ne font rien dans leur maison. Ils prennent l'argent de leurs enfants. Toi, donne-moi ci, toi, donne-moi ça, toi, donne-moi ça. Pendant que lui-même ne fait aucune activité productrice de richesse. Si l'État n'avait pas créé des industries de filetage, des industries de coton, aujourd'hui, les gens n'en seraient pas propriétaires jusqu'à avoir la puissance économique qu'il faut pour se retrouver là où ils en sont. Il faudrait qu'on retourne à ces positions pour que l'État, qui est le seul capable, par exemple, de faire des levées de fonds sur les marchés financiers, pour faire des bons de trésor, pour faire des mobilisations énormes, puisse remettre la main à la pâte de l'investissement industriel. Si l'État n'avait pas construit ces usines de coton, bien même de sucre, aujourd'hui, on n'aurait pas des privés
qui en seraient des actionnaires, mais qui en seraient propriétaires et qui aujourd'hui verront. Même Dangote dont on parle, ces premières industries les a eues de l'État. On sait dans quelles conditions les a eues. Donc il ne faudrait plus qu'on se dise que le secteur privé, que nos pays courent après les investissements étrangers, parce qu'en réalité, même les investissements étrangers dont on parle, quand un étranger vient dans votre pays avec 10 milliards, c'est pour en sortir avec 20-30 milliards. C'est votre argent qu'il est venu prendre. Il n'est pas venu donner son argent dans votre pays. Il n'est pas venu mettre l'argent de son pays dans votre pays, mais il est venu plutôt prendre l'argent de votre pays. C'est vrai, il va créer quelques emplois. Il va créer quelques peut-être œuvres, sociétés, salles de classe et autres. Mais le volume d'argent que sort cette entreprise de votre pays est 10 fois, 20 fois plus. Oui, mais le besoin d'investissement se fait sentir dans les pays africains. Le besoin d'investissement se fait sentir, c'est en cela que nos États doivent faire de l'investissement. Il y a des pays où les communes, dans leur budget, ont des lignes d'investissement. C'est-à-dire que quoi? Toutes les communes ont un budget qu'ils doivent allouer à une caillotte qui va servir à fabriquer industrie de brosse à dents, industrie de chaussures, industrie de ci, industrie de ça. J'ai vu Uhuru Kenyatta lors de la campagne électorale, il a dit un truc que j'ai beaucoup apprécié. Il dit, je ne vous promets aucune école ici, je ne vous promets aucune route, je ne vous promets aucun hôpital. Mais je vais construire ici 2 industries. Les revenus de ces industries vont servir à faire ces écoles, à faire ces hôpitaux, à faire ces routes et à les entretenir à vie. Mais si je dépense l'argent pour faire ces écoles, l'argent va finir. Et quelques années après, vous aurez encore besoin d'entretenir ces écoles, d'entretenir ces hôpitaux. Aujourd'hui, nos pays sont allés jusqu'à ce qu'on est obligé de mendier des lits, des matelas, de mendier des gants à l'étranger pour le CNHU. C'est le niveau le plus total de la honte nationale qu'on ne peut pas continuer de supporter. Et c'est en cela que nos États doivent changer de paradigme et savoir qu'il leur faut chercher de l'argent. Et quand on te dit de chercher de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut investir. Et quand tu dis d'investir, c'est-à-dire que tu dois investir dans la logique que si tu mets 100 000, tu attends 110 000. Si on doit continuer à faire des prêts et payer des salaires, si on doit continuer à faire des prêts et faire des infrastructures qui ne vont pas générer du profit, comment est-ce que nous comptons même rembourser ces prêts qu'on fait à tous les jours? Et la jeunesse ne dit rien, alors que c'est la jeunesse qui aujourd'hui sera un jour au pouvoir pour rembourser ces prêts. Je me demande si les investissements qu'on fait dans nos pays, je ne sais pas combien on a dépensé pour réfectionner le palais de la présidence, mais c'est tellement beaucoup d'argent que je suis sûr que la moitié de cet argent aurait suffi à tous ces équipements dont on fait de la mendicité internationale pour le CNHU aujourd'hui. On va évoluer dans ce débat. Vous avez posé des diagnostics et ce sont des diagnostics qui sont posés très souvent dans les forats. On en trouve partout, même sur Internet, partout. Mais malgré cela, le commerce intra-africain ne représente que 13% du commerce total du continent africain. Statistique plutôt figée depuis les années 90. Ça ne bouge pas. Doit-on croire que les gouvernements africains ne font pas assez d'efforts pour remédier à la faiblesse des échanges commerciaux entre leurs pays? Oui, mais lorsque les gouvernants ont échoué, lorsque les gouvernants ont montré leurs incapacités de mener donc des débats d'idées, des débats prospectifs, des débats de nature à garantir donc le développement au continent, je crois que les individus sont appelés à prendre la responsabilité. On ne peut pas tout dire qu'ils ont échoué. Il y a des rencontres, ils discutent, il y a des visions prospectives. Lorsque vous avez un État comme le Bénin, qui a juste à côté de lui le Nigeria, grand consommateur donc des produits agricoles, lorsque donc vous avez un pays comme le Bénin, et que les dirigeants prennent des mesures au lieu de faciliter donc l'échange entre ce pays et le Nigeria, les dirigeants prennent donc des mesures pour bloquer. On ne peut pas interdire la commercialisation du cajou, par exemple, au Nigeria. Ça, c'est une aberration. C'est une aberration. Il faut avoir le courage de le dire. On ne peut pas interdire qu'un Ivoirien puisse aller vendre, enfin, puisse faire transporter sa production au Ghana. Ça, c'est une aberration. Et au même moment, ces puissances-là, le Nigeria, par exemple, a pris des mesures comme le NAFDAC, par exemple. Et le Nigeria a signé d'abord l'accord du texte CEDEAO, mais a imposé le NAFDAC. Vous ne pouvez pas prendre aujourd'hui un produit béninois et aller vendre ça au Nigeria sans passer par le NAFDAC. Voilà aussi des mesures
tarifaires que le Nigeria, enfin que certains pays prennent pour bloquer donc l'évolution du commerce. Et donc, le NAFDAC aujourd'hui, les dirigeants comme le Bénin doivent avoir le courage de dire « Je m'en fous de l'embargo que le Nigeria va mettre sur mes produits » et dénoncer le NAFDAC. Parce que nous avons tous signé le texte CEDEAO. Donc, on doit lever le NAFDAC. Mais le Nigeria s'en fout. Le Nigeria s'en fout d'un pays comme le Bénin. Le Nigeria s'en fout d'un pays comme le Niger. Est-ce une façon de dire que les règles sont établies, mais ne sont pas respectées? Jaurès. Je dirais que les règles sont d'abord mal établies. C'est ce qui fait d'abord que le respect est un peu difficile. Il faut revoir beaucoup de règles. Et je dirais simplement comme Donald Trump, moi président, je sors tous les pays de la zone CFA du COP. Parce que ce COP-là, c'est la nouvelle, c'est-à-dire cet accord du climat, c'est la nouvelle manière de maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Comment est-ce qu'on va nous dire de ne pas nous développer industriellement parce qu'on ne veut pas que nos émissions à effet de serre, encore que nous sommes aujourd'hui négatifs, c'est-à-dire nous produisons plus d'oxygène que de dioxyde de carbone en Afrique. Eux, ils en produisent plus de gaz à effet de serre qu'ils ne produisent d'oxygène. On nous demande de maintenir cela pour pouvoir faire une compensation de la planète. Pendant que nous souffrons, eux, ils vivent bien. C'est en cela que je vais dire les 0,2% de taxes que l'Union africaine a instauré pour financer son budget, qui est d'environ 800 millions de dollars, sans qu'on ne voit aucune école construite par l'Union africaine, doivent être remises, au lieu d'être remises sur les importations, mais sur les exportations. Parce que je n'explique pas que l'Union africaine exporte de l'or, du diamant, du pétrole, mais veuille que ce soit sur les importations de chaussures, de chemises, de papier, de craie, de stylos, qu'on finance son budget de 800 millions, qui n'est même pas un budget productif. Ce sont des changements de paradigme, ce sont des changements de pratiques que les dirigeants doivent se réapproprier. Ceux qui ont pensé à ces 0,2% sur les importations sont des gens qui vivent déjà bien, circulent d'avion en avion, d'hôtel en hôtel, et ne se soucient pas de l'effet que cette taxe aura sur les pauvres populations. Pourquoi ne pas imposer les diamants? Pourquoi ne pas imposer l'or? Pourquoi ne pas imposer le pétrole qui sort de l'Afrique pour pouvoir financer l'Union africaine? Mais on veut imposer ce que la population africaine consomme. Sachant qu'eux-mêmes, ils font toutes leurs courses, l'achat de leurs chemises, de leurs chaussures, lors de leur voyage à l'étranger. Ils ne sont même pas consommateurs sur le territoire africain. La plupart de nos dirigeants portent toujours des habits qu'ils ont achetés dans les magasins français, dans les magasins américains. Moi, si j'ai voyagé, la tentation d'acheter est très forte quand vous voyagez. Donc, ils sont même exclus de ces 0,2% qu'ils nous appliquent. Et c'est en cela que j'appelle vraiment nos dirigeants à comprendre que la population africaine souffre et qu'il faut un changement et une considération du bonheur de ce peuple dans leur prise de décision politique et économique. Tant que les Africains ne se disent pas, nos populations aussi ont droit à vivre. Et c'est la nature africaine noire qui est un peu comme ça. On ne donne pas le droit à l'autre de vivre. On pense que nous devons être les seuls à avoir les belles maisons, les belles voitures, toutes les belles femmes de la ville, et que les autres, peu importe ce qui leur arrive. C'est ce que les autres peuples n'ont pas fait, c'est ce que la France n'a pas fait en instaurant un système de sécurité sociale qui fait qu'aujourd'hui nos jeunes sont obligés de quitter des pays où on pratique des SMIC de 40 000 francs, soit 61 € pour aller en France où on pratique un SMIC de 1300 et quelques euros, soit 960 000 francs CFA. Si vous devez travailler ici et gagner 100 000 francs le mois pour 60 heures de travail, pendant que vous pouvez faire le même travail, soit même un sueur de chambre de truc là, d'hôtel, pour gagner 1 million de francs CFA, envoyer 200 000, 300 000 francs à votre famille ici, quelle que soit la mobilisation, quelle que soit la moralisation qu'on va vous faire, vous serez tenté de faire le voyage au prix de votre vie. Parce que ici, avec vos 100 000 francs, vous risquez déjà votre vie. Vous imaginez que vous allez risquer votre vie jusqu'au jour où vous allez mourir, vous n'avez même pas droit à vous reposer en paix. Quand je dis reposer en paix, vous avez tous suivi ce reportage sur les morgues au Bénin, où les corps des familles sont confisqués parce que les familles n'ont pas pu payer les soins d'hospitalisation. Si on doit vivre mal, mourir mal, ne même pas avoir une tombe et reposer en paix, pourquoi on va rester dans cela? Alors, on va revenir dans ce débat. L'Union africaine a adopté en janvier 2012, lors de sa 18e session ordinaire qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie, une décision pour établir une zone de libre-échange continentale panafricaine dès octobre 2017. Aujourd'hui, nous sommes en novembre 2017, un mois plus tard. Avez-vous l'impression que l'objectif
a été atteint. Commençons déjà par ce qui existait déjà, la CEDEAO. Pensez-vous aujourd'hui que ce machin-là... On ne va pas qualifier la CEDEAO de machin. Oui, je le qualifie de machin parce que dans sa définition, c'est la communauté économique des États de l'Afrique et non la communauté politique des États de l'Afrique. Mais pensez-vous que la CEDEAO se bat aujourd'hui pour l'économie du continent? Non. La CEDEAO se bat beaucoup plus pour la politique. C'est quand il y a guerre, c'est quand il y a des situations conflictuelles que vous allez voir la communauté se lever. La dernière fois, on a vu quand Macron a décidé, a pris une décision là-bas pour dire réduisez le taux de fécondité sur le continent. On a vu tout de suite les dirigeants africains réunis au sein de la CEDEAO. On dit oui, désormais, c'est 4 enfants ou rien. C'est ça ce qui les préoccupe. Et donc, c'est pourquoi j'appelle la CEDEAO ce marché, parce que ça ne contribue pas au rayonnement économique du pays. Et donc, enfin, de la zone. Partons déjà de cette organisation politique que nous avons, enfin, de zone que nous avons. Qu'est-ce que ça a donné? Et donc, vous n'avez pas pu régler, au sein de vous, vous êtes 15, vous n'avez pas pu régler grandes choses. Et ce n'est pas quand vous serez 54 que vous allez vous entendre sur les objectifs communs. Donc je dis, la CEDEAO a échoué et va continuer pas à échouer tant que l'économie ne serait pas au cœur du développement et que ce soit chaque fois... Pourquoi autant de pessimisme? Je ne suis pas pessimiste, mais je suis un analyste et j'attire leur regard sur un fait. Tant qu'on ne va pas se lever et aller donc vers le développement, voir les questions qui fâchent. Vous imaginez, le président de cette commission a fait une déclaration la dernière fois pour dire l'objectif de 2020 pour aller à une monnaie unique est encore un fiasco et que nous allons prendre date. Voilà ce que nous appelons regroupement économique sur le continent. Et quand vous prenez toujours cette zone-là, vous avez la CEDEAO, vous avez l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vous avez l'Union du Sahel. ZMAO et tout. Oui, vous avez l'Union, comment dirais-je, l'Union du Sahel, vous avez l'Union autour du fleuve Niger, vous avez la communauté, enfin, le Conseil de l'entente, vous avez. Vous pensez que tout ça là, ça nous permet aujourd'hui de développer notre continent? Non. On a échoué. Et donc, il faut avoir le courage, à un moment donné, de voir, de se regarder en face et de voir ça laideur. Nous avons des rides aujourd'hui. Il va falloir poser le diagnostic, trouver les solutions et reprendre. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'aime des dirigeants, paix à son âme, comme Kadhafi, qui à un moment donné a compris qu'il faut repenser la question, non pas au niveau des dirigeants, mais ramener la question du développement à la base pour une inclusion économique. Je crois que nous avons beaucoup plus besoin d'une inclusion économique que de la politique. Sur la question, je dirais qu'il y a eu un échec donné, mais j'aurais aimé que cette décision concernant la libre-échange, la zone de libre-échange, soit plutôt une décision sur la productivité. Si aujourd'hui l'Union africaine, le sommet prochain, fait une liste de produits à ne plus importer, mais à plutôt produire en Afrique, progressivement, à commencer simplement même par le papier que nous utilisons, le papier A4, qui ne se fait qu'avec le bois. Est-ce que c'est le bois qui manque en Afrique? Non. Qu'est-ce qui manque en Afrique aujourd'hui? Il manque la technologie. Aujourd'hui, la technologie est tellement disponible à l'international que si vous voulez recruter des ingénieurs qui fabriquent le papier, que vous lancez l'avis d'appel à la candidature ce matin, le soir, vous aurez toute la candidature possible pour former toute l'équipe. Vous aurez tous les ingénieurs que vous allez recruter individuellement au lieu d'aller donner tout un contrat à une entreprise étrangère qui va rapatrier les fonds dans son pays. Et c'est en cela que l'Union africaine doit s'asseoir et se dire les vérités pour commencer par décider des produits à ne plus importer à la longue. Des produits basiques, les brosses à dents, les chaussures, les tapettes, les plastiques, les pneus. On produit le caoutchouc chez nous. Mais quelle que soit la technologie, aujourd'hui la technologie existe déjà, la roue, on n'a plus à inventer la roue. Il faudrait qu'on rentre dans le système comme la Chine l'a fait. Ils ont copié, ils ont collé. Qu'est-ce que vous voulez maintenant inventer? Vous voulez innover quoi? Le pneu est déjà fait, toute la procédure. Le comble encore, c'est que toute cette technologie est disponible sur Internet. Il y a des chaînes de télévision telles que Discovery Science, National Geographic Channel, qui vous montrent tous les processus de tous les produits, biscuits, sucre. Tous les jours, ils montrent. Mais c'est que les Africains ne captent pas. Une façon de dire comme l'autre que l'Afrique a refusé le développement. L'Afrique fait dos au développement, jusqu'à ce que la jeunesse aujourd'hui prendra ses responsabilités
pour remettre l'Afrique sur le chemin du développement. C'est vrai qu'il y a une très grande distance entre nous et ceux qui sont sur le chemin du développement, mais nous allons forcer la main aux choses pour refaire demi-tour. Nous allons faire tout au développement. Si le développement est dans ce sens, nous étions en train d'aller dans l'autre sens. Et c'est en cela que nos dirigeants doivent revoir leurs considérations. Je félicite le président Talon qui pense que le tourisme peut être source de devises. Mais dans le tourisme, les emplois concrets sont les emplois de chauffeurs, de cuisiniers, de nettoyeurs de chambres et exclusivement beaucoup pour les femmes de prostitution. Pour tous les pays touristiques que j'ai visités, ce sont les emplois que j'ai vus. Ce sont des emplois moins payés qui ne permettent pas à ce que la population ait un pouvoir d'achat pour pouvoir favoriser la production, c'est-à-dire pour pouvoir favoriser la consommation des produits qui seront faits dans ces pays-là. Donc, en plus du tourisme, j'invite le président Talon et les autres présidents de la zone CFA parce que désormais, je ne vois plus trop comme le Bénin comme mon pays. Je vois le Bénin comme ma ville et je vois l'Afrique comme mon pays. Vous l'avez dit, pour aller à des échanges, pour stimuler les échanges intra-africains, il faut plus d'industrialisation, il faut voir les tarifs douaniers, il faut aller à plus de production. Merci. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Jaurès Sobossi, je rappelle que vous êtes analyste économique, chef d'entreprise au Bénin. Casimir Pédior, journaliste, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie. Merci d'être passé avec vos différentes... Au départ, je suis producteur industriel. Merci de le préciser. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. N'oubliez pas de prendre le prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Très bonne suite des programmes sur SICA.